vous n'avez jamais été présent ici, et pourtant, les preuves suggèrent le contraire. Le collier n'aurait jamais dû être découvert à cet endroit. Félix Grive ajusta sa lampe frontale, rapprochant son faisceau lumineux du mur humide de la conduite. 40 pieds sous le centre-ville de Cedarval, le réseau électrique de secours de la ville avait subi une panne catastrophique 3 heures auparavant, plongeant la moitié du quartier financier dans l'obscurité. Alors que d'autres restaient les bras croisés, déplorant leurs téléphones inopérants, Félix descendait dans le réseau souterrain de tunnels qui assurait le fonctionnement de la ville. Pendant 12 ans, il avait méticuleusement cartographié le réseau labyrinthique des systèmes électriques souterrains. Chaque fil, chaque boîte de jonction, chaque puits de maintenance oublié lui était intimement familier. Par conséquent, lorsque sa lampe de poche illumina un éclat argenté logé derrière un relais, intact depuis 1987, Félix sentit sa respiration se couper. Un délicat collier de chêne, enroulé autour d'une enveloppe froissée, ressemblait au type de bijoux que sa femme, Lorna, affectionnait pour ses conférences élaborées sur l'aménagement urbain. L'enveloppe arborait un logo de compagnie aérienne milanaise, avec son nom imprimé en caractères d'imprimerie bien nets. Depuis le niveau de la rue, Jimmy, le collègue de travail de Félix, l'interpella. « Ça donne quoi ?»« Encore 5 minutes, répondit Félix, dissimulant le collier et l'enveloppe dans sa poche. Sa voix resta égale, malgré le martèlement frénétique de son pouls contre sa gorge. Le talon de billet dissimulé dans l'enveloppe indiquait une date de départ datant de 3 semaines, coïncidant avec le week-end que Lorna avait prétendu passer chez sa sœur à Portland. C'était le même week-end qu'elle était rentrée à la maison avec une éruption cutanée déconcertante sur le cou, associée à une nouvelle habitude de vérifier furtivement son téléphone dans la solitude de la salle de bain. En seulement 4 minutes, Félix rétablit le courant dans le réseau. Tout au long de sa vie, il s'était consacré à résoudre les problèmes des autres. Il était maintenant temps de s'occuper des siens. 2 jours plus tard, Lorna se tenait dans leur cuisine, la vapeur parfumée s'élevant de son café biologique, son attention rivée à ses courriels avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui gère des affaires d'une importance considérable. Elle était vêtue d'un blazer crème, coûtant plus que le salaire mensuel entier de Félix, ses cheveux noirs coiffés en un chignon apparemment sans effort qui, en réalité, nécessitait 20 minutes de perfectionnement. Le projet Morrison a été approuvé, déclara-t-elle, sans lever les yeux. Je vais encore travailler tard cette semaine. Félix acquiesça, étalant méthodiquement du beurre de cacahuète sur une tranche de pain grillé. Lequel est Morrison? Le projet de revitalisation du bord de l'eau. Je t'en ai parlé. Son ton trahissait un agacement familier, insinuant que Félix n'était pas suffisamment attentif à ces entreprises exceptionnellement importantes. D'accord. Félix avait appris à s'abstenir de poser des questions de suivi sur les projets de Lorna. Elle avait expliqué que l'urbanisme était intrinsèquement complexe, qu'il ne parviendrait pas à saisir les subtilités du développement communautaire et de la préservation historique. Il était préférable de rester dans sa sphère désignée, s'occupant de l'éclairage et gardant le silence. Son téléphone émit un bourdonnement. Un message texte de Jimmy disait « Une autre panne de courant prévue pour le quartier de Maple ce soir. Heure supplémentaire si tu veux. » Je pourrais bien travailler tard aussi, répondit Félix. Lorna leva les yeux, visiblement surprise. Vraiment? Quel est le travail? Maintenance de routine. Rien de glamour. Elle esquissa un sourire, la première expression sincère qu'il avait vue d'elle depuis des semaines. Tant mieux pour toi. Nous pourrions tous les deux utiliser cet argent supplémentaire. Félix l'observa alors qu'elle rassemblait ses affaires, lui adressait un baiser distrait et superficiel sur la joue, et se dirigeait vers la porte. C'était le même rituel qu'ils avaient joué tout au long de leurs 8 années de mariage. Sauf que maintenant il avait connaissance de Milan. Maintenant, il était conscient des mensonges. Après que sa voiture eut disparu en bas de Cedar Avenue, Félix récupéra le collier dans sa boîte à outils. Le pendentif était une petite boussole en argent, gravée de coordonnées qu'il ne reconnaissait pas. Il n'avait jamais vu Lorna la porter, ce qui impliquait qu'elle l'avait perdue dans un endroit où elle n'aurait pas dû être. Son téléphone sonna. Le nom d'Everett Brixton apparut à l'écran. Félix, mon pote. Comment te traite le royaume souterrain? Rhett avait été le confident le plus proche de Félix depuis leurs années d'université, une époque où ils nourrissaient tous les deux l'ambition naïve de changer le monde. Rhett avait réellement tenté de gravir les échelons, passant de bénévole de campagne à directeur adjoint de la communication pour le cabinet du maire. Il possédait un charme naturel qui ouvrait les portes et déliait les langues, une présence irrésistible qui attirait les gens à lui. Toujours les mêmes tunnels,
même routine, répondit Félix. Quoi de neuf? Écoute, je suis en train d'élaborer une proposition pour le projet de revitalisation du bord de l'eau Morrison. Tu connais quelque chose à propos de l'infrastructure électrique là-bas? La main de Félix se serra davantage sur le téléphone. Morrison. C'est le projet de Lorna, non? Ouais, on collabore dessus. L'urbanisme et la faisabilité politique. Toute cette valse. J'espérais que tu pourrais me donner des éclaircissements techniques, peut-être me faire visiter les points d'accès au réseau. Quand est-ce que tu as besoin de ça? Le plus vite possible. J'ai une réunion avec la commission d'urbanisme jeudi, et je veux être sûr qu'on ne promet pas quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Je vais voir ce que je peux faire. T'es le meilleur, Félix. Dis à Lorna que je la remercie pour toute son aide. Elle a passé des heures dessus. La ligne s'est coupée. Félix fixa son téléphone, les pièces disparates d'un puzzle déroutant s'alignant dans son esprit. Lorna travaillant tard. Rhett ayant besoin d'informations techniques. Tous deux intimement impliqués dans le même projet. Le même projet qui nécessitait tant de réunions en soirée et de consultations le week-end. Félix ouvrit son ordinateur portable et accéda à la base de données des services publics de la ville. Projet Morrison Waterfront approuvé il y a 2 semaines. Consultante principale, Lorna Grieve, Cedarval Placemaking Solutions. Chargé de liaison politique, Everett Brixton, cabinet du maire. Le calendrier du projet indiquait des réunions de planification tous les mardis et jeudis soirs depuis 2 mois. Les mêmes soirs où Lorna prétendait travailler seule à son bureau. Les mêmes soirs où elle rentrait à la maison imprégnée d'une eau de Cologne coûteuse qui n'était pas celle de Félix. Il lui fallait une preuve irréfutable. Pas de simples soupçons, pas de coïncidence, mais des preuves tangibles de ce que sa femme et son meilleur ami lui cachaient. Félix ouvrit sa boîte à outils et en sortit un minuscule appareil ressemblant à une pile d'appareils auditifs. L'émetteur audio était conçu pour surveiller les équipements électriques dans les environnements dangereux, mais il s'avérait tout aussi efficace pour d'autres formes de surveillance clandestine. Ce soir-là, pendant que Lorna se douchait, Félix plaça méticuleusement l'émetteur dans la poche de son sac à main en cuir vintage. Le sac était son compagnon constant, une pièce des années 60 méticuleusement restaurée qu'elle avait acquise lors d'une vente successorale et qu'elle portait partout comme un talisman. Il testa le signal sur son téléphone. Un son cristallin jusqu'à 60 mètres, une portée plus qu'adéquate pour toutes les réunions clandestines auxquelles elle assistait réellement. Le lendemain soir, Félix était assis dans son camion à l'extérieur du chantier de construction Morrison, surveillant la force du signal sur son téléphone. Le sac à main de Lorna était quelque part à l'intérieur du bâtiment à moitié terminé, ainsi que la conversation qu'elle entretenait actuellement avec Rhett. L'audio arrivait avec une clarté surprenante. On ne peut pas continuer comme ça. Félix commence à se douter de quelque chose. La voix de Lorna était tendue et haletante. Quel genre de soupçon? La réponse de Rhett était calme, presque amusée. Il a posé des questions sur le projet Morrison. Il ne demande jamais rien sur mon travail, alors on fait attention. On est arrivé jusque-là. 3 mois, Rhett. 3 mois à lui mentir. Et pourquoi faire? Pour que tu obtiennes l'aval du maire pour ta campagne? Et pour que tu obtiennes le plus gros contrat de développement urbain du comté? Ne fais pas comme si c'était juste à cause de moi. Un long silence suivit. Félix entendit des pas, des bruissements de vêtements. Je déteste lui mentir, dit Lorna, sa voix maintenant plus douce. C'est un homme bien. Il ne mérite pas ça. Les hommes bien finissent derniers, Lorna. Tu l'as dit toi-même. Tu as dit que tu en avais marre d'être marié à quelqu'un qui se contentait de réparer les lumières des autres pendant que sa propre vie restait sombre. Les mains de Félix se crispèrent sur le volant. C'étaient les mots de sa femme, la voix de sa femme, décrivant leur mariage à un autre homme. Je sais ce que j'ai dit. Mais quand je le vois préparer le petit déjeuner tous les matins, quand il me demande comment s'est passée ma journée, comme s'il s'en souciait vraiment. Il se soucie de la routine, pas de toi. À quand remonte la dernière fois qu'il t'a surprise? À quand remonte la dernière fois qu'il t'a donné l'impression que tu valais la peine de se battre? Un autre silence suivit, puis des sons que Félix ne voulait pas interpréter. On doit être plus malin, dit Rhett. L'approbation du projet arrive la semaine prochaine. Après ça, on pourra envisager la situation à long terme. Quelle situation à long terme? Tu sais ce que je veux dire. Tu ne peux pas rester marié à lui éternellement.
Je ne peux pas juste quitter Félix. La maison, le compte épargne, tout ce qu'on a construit. On trouvera une solution. Fais-moi confiance. L'audio cessa brusquement lorsqu'ils se déplacèrent au-delà de la portée effective de l'émetteur. Félix était assis dans son camion, fixant le bâtiment à moitié terminé qui abritait son mariage en ruine. Lorna n'était pas simplement engagée dans une liaison. Elle complotait pour l'abandonner. Elle complotait pour s'emparer de tout ce qu'ils avaient construit ensemble et le céder à l'homme qui était son meilleur ami depuis 15 ans. Félix démarra le camion et rentra chez lui. Quand Lorna rentra, il était déjà au lit, feignant de dormir. Elle s'était glissée à ses côtés, prenant soin de ne pas le réveiller, et Félix était resté là, à écouter sa respiration, songeant depuis combien de temps elle orchestrait sa chute. 3 jours plus tard, la sœur de Félix, Sylvie, l'appela pendant sa pause déjeuner. Elle travaillait comme assistante juridique pour l'un des cabinets d'avocats les plus agressifs de Cedar-Val, un cabinet spécialisé dans les divorces acrimonieux et les cas de malversation financière. « Il faut que je te demande quelque chose, commença-t-elle, sans préambule. Est-ce que Lorna a fait des mouvements financiers importants dernièrement? Immobilier, investissement? Quelque chose de ce genre? Félix s'étouffa presque avec son sandwich. Pourquoi? Parce que son nom est apparu dans une recherche de propriété que je faisais pour un client. Elle est listée comme copropriétaire d'un appartement en centre-ville. Un endroit cher. Acheté il y a 6 mois. C'est impossible. Nous ne possédons aucune autre propriété. L'adresse est le 1247 Arbor View, unité 412. Tu veux que je creuse davantage? Les mains de Félix tremblaient tandis qu'il notait l'adresse. Tu peux creuser jusqu'où? Assez profondément pour savoir qui d'autre est sur l'acte de propriété, comment il a été financé, quels autres actifs pourraient y être liés. Mais Félix, si je dois faire ça, il faut que je sache. Pourquoi? Parce que je crois que ma femme a l'intention de me quitter. Et je crois qu'elle a déplacé de l'argent pour que je n'en touche rien. Sylvie resta silencieuse pendant un long moment. Retrouve-moi au Morrison S-Bar ce soir, à 7 heures. Et il fut conseillé à Félix de garder la confidentialité de leur rendez-vous, même envers Lorna. Il passa ensuite le reste de son service absorbé par ses pensées concernant le condo. Arbor View représentait le summum du luxe à Cedar-Val, une adresse où un simple appartement d'une chambre atteignait un prix supérieur au revenu annuel de la plupart des habitants. Si Lorna avait acquis une propriété là-bas, elle l'aurait fait avec des fonds dissimulés à Félix, des ressources qui appartenaient légitimement aux deux. Ce soir-là, il informa Lorna qu'il allait travailler tard. Elle lui offrit un baiser distrait sur la joue, l'attention fixée sur son ordinateur portable, murmurant quelque chose à propos du projet Morrison. Le bar Morrison S, un établissement faiblement éclairé, aux lambris de bois, servait principalement des avocats et des politiciens. Sylvie était déjà arrivée, sirotant nonchalamment un verre de vin tout en examinant un dossier conséquent. « Assieds-toi, lui ordonna TL. Il faut qu'on parle. » Félix s'installa dans la banquette en face d'elle. Sa sœur, bien que de 3 ans sa cadette, paraissait plus âgée, ses cheveux blonds prématurément striés de gris, témoignage des années passées à résoudre les malheurs des autres, un rôle qu'elle n'avait jamais apprécié. Lorna avait souvent remarqué un certain aspect calculateur dans son sourire. Le condo est enregistré sous le nom de LEB Holdings, déclara Sylvie en ouvrant le dossier. Une société à responsabilité limitée constituée dans le Delaware. Les associés gérants sont Lorna Grieve et Everett R. Brixton. Félix sentit la couleur quitter son visage. Rhett? Ton ami Rhett? En effet. Ils l'ont acquis pour 400 000 $, financé par le biais d'une société écran, elle-même liée à Morrison Development Funds. Votre femme a exploité sa position de consultante de projet pour transférer illégalement des fonds, et votre ami le plus proche l'a aidé dans cette entreprise. Cela constitue une fraude, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sylvie produisit des documents supplémentaires. J'ai effectué une recherche complète des actifs des 2 individus. Saviez-vous que votre compte de retraite a été transféré à un fonds d'investissement commun le mois dernier, un fonds sur lequel Lorna exerce un contrôle exclusif? Félix fixa les papiers d'un air absent. Sa signature apparaissait sur les documents de transfert, pourtant il n'avait aucun souvenir de les avoir signés. Comment est-ce possible? Procuration. Vous l'avez signé il y a 3 ans, lors de votre appendicectomie, si vous vous souvenez. Procédure standard pour l'autoriser à prendre des décisions médicales en cas de complications. Cependant,
elle a négligé de la révoquer et l'a utilisée pour prendre des décisions financières en votre nom. Combien? 83 000 $. L'intégralité de vos économies de retraite, en plus du prêt sur la valeur nette de votre maison qu'elle a obtenue. La vue de Félix commença à se brouiller. Notre maison? Elle a obtenu un prêt sur la valeur nette il y a 6 mois. Si vous n'êtes pas en mesure d'honorer les paiements, la banque est en droit de saisir la maison. Et compte tenu de ses plans pour mettre fin à votre mariage prochainement, vous pouvez deviner qui assumera la responsabilité de cette dette. Félix se leva brusquement, le grincement de sa chaise contre le sol attirant l'attention de plusieurs clients, bien qu'il restât indifférent. J'ai besoin de prendre l'air. En sortant, il fut accueilli par une soirée chaude et humide, de celles qui imprègnent tout d'une sensation poisseuse et désagréable. Félix s'appuya contre la façade en briques du bar, tentant d'assimiler les révélations de Sylvie. Sa femme et son meilleur ami ne l'avaient pas simplement trahi, ils l'avaient systématiquement escroqué, exploitant sa confiance et sa signature pour piller tout ce qu'il avait travaillé à acquérir. Sylvie le suivit dehors. « Félix, je comprends que cela représente beaucoup à encaisser. » « Beaucoup à encaisser. » Félix laissa échapper un rire dépourvu d'humour. « Ma femme a une liaison avec mon meilleur ami, détourne mes fonds et complote pour me mettre à la rue. » « Oui, c'est effectivement beaucoup à encaisser. Nous pouvons redresser la situation. C'est précisément pour cela que j'ai organisé cette rencontre ici, loin de quiconque pourrait reconnaître Lorna ou Rhett. Si nous procédons stratégiquement, nous pouvons récupérer tes biens et nous assurer qu'ils assument tous les deux les conséquences de leurs actes. » Félix scruta sa sœur, la voyant véritablement pour la première fois. Sylvie avait toujours été le défenseur de la famille, affrontant les brutes et refusant de céder face à l'adversité. Elle avait bâti sa carrière en aidant les conjoints lésés à exercer des représailles sur leurs partenaires infidèles. Et elle excellait dans sa profession. Quelle est ta stratégie? Premièrement, nous documentons tout méticuleusement. Chaque transaction, chaque rencontre, chaque mensonge qu'ils ont proféré. Ensuite, nous demandons une protection d'urgence des actifs et entamons une procédure de divorce. Pendant qu'ils s'efforcent de justifier leurs irrégularités financières, nous déposerons des accusations de fraude et engagerons une action civile. Cela sera-t-il efficace? Ce sera efficace. Cependant, Félix, une fois que nous nous serons engagés dans cette voie, il n'y aura pas de retour en arrière. Lorna nourrira de l'animosité envers toi, Rhett rompra toute communication, et toute la communauté de Cedar Val sera au courant des événements qui se déroulent. Es-tu prêt à cette éventualité? Félix contempla l'enregistrement audio du chantier de construction, se rappelant la description que Lorna avait faite de leur mariage, le décrivant comme une chose dont elle s'était lassée. Il repensa à 15 ans d'amitié avec Rhett, 15 ans de confiance et de fidélité qui avaient été payés en retour par la traîtrise et le vol. Ils ont déjà pris leur décision, déclara-t-il. Il est temps pour moi de prendre la mienne. Pendant les 7 jours qui suivirent, Félix mena une double vie. Il se rendait au travail la journée, réparait les luminaires et feignait la normalité. Le soir, il aidait Sylvie à monter leur dossier, photographiant des documents, enregistrant des conversations et amassant des preuves des malversations financières. L'émetteur audio dissimulé dans le sac à main de Lorna s'avéra inestimable. Il l'entendit se lamenter auprès de Rhett au sujet des soupçons croissants de Félix, les entendit élaborer leur calendrier pour liquider les actifs et quitter Cedar Val. Plus accablant encore, il les entendit se moquer de la facilité avec laquelle il l'avait trompé. Il a signé cette procuration sans même la lire, remarqua Lorna lors d'une conversation particulièrement dévastatrice. Il me faisait simplement une confiance aveugle. Ce serait presque attachant si ce n'était pas si pathétique. Ce type passe son temps à régler les problèmes des autres qu'il ne voit même pas les siens, rétorqua Rhett. Ça nous facilite la tâche. Félix conserva chaque enregistrement, chaque élément de preuve incriminant qui briserait leur devis. Cependant, il n'était pas encore prêt à frapper. Il cherchait le moment idéal, la scène parfaite pour leur humiliation publique. Ce moment se présenta lorsque Lorna annonça son intention de convoquer une conférence de presse pour dévoiler le projet du front de mer de Morrison. Le maire serait présent, ainsi que le conseil municipal et plusieurs chefs d'entreprise éminents. Ce serait le point culminant de sa carrière, le moment qu'elle s'était efforcée d'atteindre depuis des mois. « Ça va être incroyable », dit-elle à Félix pendant le dîner. « Nous allons enfin montrer aux gens à quoi ressemble un véritable développement urbain. Comment on peut préserver le caractère historique tout en créant des opportunités économiques modernes. » Félix hocha la tête et sourit,
jouant le rôle du mari qui la soutient. Je suis fier de toi. Merci. Cela compte beaucoup pour moi. Elle tendit la main sur la table et serra la sienne. Je réalise que j'ai été préoccupé ces derniers temps, mais ce projet est primordial pour moi. Après la semaine prochaine, les choses seront différentes. Je suis certain qu'elles le seront, répondit-il. La conférence de presse était prévue le vendredi après-midi sur le chantier de construction. Félix consacra la soirée du jeudi à préparer sa propre surprise pour l'événement, collaborant avec Sylvie pour coordonner le calendrier de leur assaut juridique. Les papiers du divorce seront signifiés à 10h du matin, expliqua Sylvie. Le gel des avoirs prend effet à 10h30. L'enquête pour fraude commence à 11h. Au moment où elle arrivera à sa conférence de presse, tout son monde s'écroulera. Errette ? Il sera servi simultanément. Comparution devant le tribunal civil lundi matin. Signalement aux autorités pénales d'ici la fin de la journée de vendredi. Aucun d'eux ne sera en état de s'adresser aux journalistes au sujet du développement du front de mer. Un frisson de satisfaction glaçante envahit Félix. Pendant des mois, Lorna Errette avait orchestré sa chute, déplaçant stratégiquement des pièces sur l'échiquier tandis qu'il restait dans l'ignorance. Maintenant, c'était à son tour de jouer tandis que trébucherait aveuglément. Le vendredi matin, Félix se réveilla avant l'aube, prenant soin de ne pas réveiller Lorna. Elle dormait paisiblement, son visage détendu d'une manière rarement observée pendant ses heures d'éveil. Dans quelques heures, cette tranquillité serait irrévocablement brisée. Il s'habilla silencieusement et se rendit en voiture sur le chantier de construction Morrison. Le bâtiment touchait à sa fin, un témoignage éclatant de la vision de Lorna en matière de rénovation urbaine. Dans quelques heures, il servirait de théâtre à sa perte professionnelle. Félix avait une affaire légitime sur le chantier. L'inspection électrique était prévue ce matin-là, et il était tenu de valider les systèmes de sécurité avant que le bâtiment ne puisse être occupé. Il attendait cette inspection depuis des semaines. Non pas à cause du travail lui-même, mais à cause des actions qu'elle lui permettrait d'entreprendre. Le panneau électrique principal du bâtiment était situé au sous-sol, facilement accessible depuis la rue. Félix planifiait ce moment depuis qu'il avait pris connaissance de la fraude, et il avait répété la séquence des actions des dizaines de fois dans sa tête. À 9h47 précise, Félix ouvrit le panneau du disjoncteur principal et actionna un seul interrupteur. L'action était subtile, presque imperceptible, mais elle allait déclencher une défaillance en cascade dans le système électrique du bâtiment. Pas dangereux. Félix n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit, mais ce serait suffisamment spectaculaire pour déclencher une évacuation immédiate et une inspection de sécurité. La conférence de presse devait commencer à 13h. À 12h45, le bâtiment grouillerait de pompiers et d'inspecteurs de la sécurité. L'événement serait annulé, et Lorna se tiendrait devant les caméras de télévision sans rien à montrer pour des mois de travail. Félix termina son inspection, déposa son rapport et rentra chez lui. Lorna était dans la cuisine, vêtue de son plus bel ensemble, relisant une dernière fois ses notes de présentation. « Comment je suis » demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Magnifique » répondit Félix, et il le pensait. Malgré tout ce qu'elle avait fait, malgré les mensonges, le vol et la trahison, Lorna restait la plus belle femme qu'il ait jamais connue. « Tu vas exceller aujourd'hui. » Elle sourit, le premier sourire sincère qu'il voyait de sa part depuis des mois. « Merci. Je sais que ça n'a pas été facile avec moi qui travaille autant ces derniers temps, mais après aujourd'hui, on pourra se recentrer sur nous. » Félix acquiesça, pleinement conscient qu'il n'y aurait pas de nous après aujourd'hui, sachant que dans quelques heures, les adjoints du shérif arriveraient à leur porte avec des papiers de divorce et des accusations de fraude. À 10h du matin, son téléphone vibra, lui délivrant un SMS de Sylvie. Il disait « Papier signifié. Les deux cibles sont sous la tutelle de la loi. Gel des avoirs effectifs. » Félix supprima le message et retourna à son café. Lorna était à l'étage, probablement en train de recevoir un autre texto de Red concernant un détail de dernière minute pour la conférence de presse. Ils étaient loin de se douter que leur téléphone allait bientôt exploser d'appels d'avocats et d'huissiers de justice. À 10h15, le téléphone de Lorna brisa le calme matinal. Félix l'entendit répondre dans la chambre, sa voix passant de joyeuse à confuse, et finalement, à paniquer en l'espace de 30 secondes. « Que veux-tu dire, gel des avoirs » exigea-t-elle, sa voix résonnant dans la cage d'escalier. « Il doit y avoir une erreur. »« Je n'ai rien fait. » La conversation persista pendant plusieurs minutes,
le ton de Lorna montant avec un désespoir croissant. Félix l'entendit appeler Rhett et laisser des messages vocaux. Quand il ne répondit pas, elle descendit les escaliers, apparaissant pâle et visiblement secouée. « Félix, quelque chose ne va pas, annonça TL. La banque prétend que nos comptes sont gelés, qu'il y a une sorte d'enquête, et je n'arrive pas à joindre Rhett. Félix suggéra, peut-être que tu devrais appeler un avocat. Lorna répondit, je ne comprends pas ce qui se passe. La conférence de presse est dans 3 heures, et maintenant ça. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était son assistante qui lui annonçait que le bâtiment Morrison avait été évacué à cause de problèmes électriques, entraînant l'annulation de la conférence de presse. Lorna s'affala sur une chaise de la cuisine, fixant son téléphone comme s'il contenait les réponses à la façon dont sa journée parfaite s'était désintégrée en un cauchemar. « Je dois aller sur le chantier, déclara-t-elle. Je dois voir ce qui ne va pas. Es-tu sûr que c'est une sage décision? Compte tenu des problèmes électriques, demanda Félix. C'est mon projet, Félix. Ma responsabilité. Elle saisit son sac à main et ses clés, se déplaçant avec la précision mécanique de quelqu'un en état de choc. Je t'appelle plus tard. Félix la regarda s'éloigner en voiture, conscient que ce serait la dernière fois qu'elle quitterait leur domicile en tant qu'épouse. À son retour, les papiers du divorce l'attendraient, accompagnés d'un compte rendu exhaustif de ses transgressions. Cet après-midi-là, Félix tua le temps au Morrison S-Bar, savourant lentement une bière et attendant l'appel de Sylvie. Le bar était paisible, occupé seulement par quelques habitués absorbés par le sport à la télévision, inconscients du drame qui se déroulait de l'autre côté de la ville. À 3h30, l'appel de Sylvie arriva. C'est fait. Lorna a été arrêtée pour fraude, rapporta TL. Rhett est en détention pour association de malfaiteurs et détournement de fonds. Le procureur qualifie cette affaire comme l'un des cas les plus audacieux de corruption municipale qu'ils aient jamais rencontrés. Félix demanda, que se passe-t-il maintenant? Sylvie répondit, maintenant, ils vont devoir expliquer à un juge comment ils ont détourné 83 000 $ de votre compte de retraite et utilisé des fonds de développement de la ville pour s'offrir un nid d'amour. La conversation devrait être intéressante. Félix ressentit un vide étrange dans sa poitrine. Il avait méticuleusement planifié ce moment pendant des semaines, mais maintenant qu'il était arrivé, il ne ressentait aucune satisfaction, aucun sentiment de triomphe, seulement le vide douloureux d'une vie construite sur le mensonge. « Ça va ?» demanda Sylvie. « Je ne sais pas. Je m'attendais à me sentir mieux après ça, admit Félix. La vengeance est rarement aussi gratifiante que les gens le croient. Mais la justice fait du bien une fois le choc initial passé. » Félix termina sa bière et rentra chez lui. La maison dégageait une atmosphère différente, plus calme, en quelque sorte. La présence de Lorna avait toujours imprégné l'espace, son énergie, son ambition et son mouvement perpétuel omniprésent. En son absence, la pièce semblait résonner. Il découvrit les papiers du divorce sur la table de la cuisine, accompagnés d'un mot du shérif adjoint qui les avait remis. Tout était désormais officiel. Regarde. Légal et irréversible. Félix ouvrit une bouteille de vin, un grand cru, qu'ils avaient gardé pour une occasion spéciale, et se versa un verre. Par la suite, il s'assit dans son salon et s'efforça de réfléchir à ce qu'il allait faire du reste de sa vie. 2 semaines plus tard, l'histoire fit la une des journaux locaux pendant des jours. Des responsables locaux arrêtés dans une affaire de fraude au développement et titraient le Cedar Val Tribune, accompagné de photos de Lorna et Rhett escortés, menottes au poignet. Les détails se révélèrent encore plus accablants que Félix ne l'avait anticipé. L'enquête révéla que Lorna et Rhett avaient détourné des fonds de plusieurs projets de développement, tirant parti de leur position pour attribuer des contrats à des entreprises qu'ils contrôlaient secrètement. Le condo Harborview n'était qu'une des nombreuses propriétés qu'ils avaient acquises avec des fonds volés. Le nom de Félix apparut dans les articles en tant que victime, mais les journalistes firent preuve de prudence pour protéger sa vie privée. La plupart des habitants de Cedar Val ignoraient l'étendue de son implication dans le démantèlement du système de corruption. Lorna fut libérée sous caution après 3 jours, mais elle ne rentra pas à la maison. Son avocat lui avait conseillé de se tenir à distance de Félix pendant que les procédures pénales et civiles suivaient leur cours. Elle résidait dans un motel de l'autre côté de la ville, sa carrière brisée, sa réputation en lambeaux. Rhett eut encore moins de chance. Le bureau du maire mit fin immédiatement à son emploi, et le Parti démocrate de l'État révoqua son soutien pour la course au conseil municipal qu'il avait prévu de contester. Son visage fit la une de tous les journaux du comté,
identifié comme le chef de file du système de fraude. Félix aurait dû se sentir vengé. Au lieu de cela, il se sentait dépourvu d'émotion. La maison était excessivement calme, les routines excessivement prévisibles. Il avait investi tellement d'énergie dans la planification de sa vengeance qu'il avait négligé de considérer ce qui suivrait. Un jeudi soir, il était assis dans sa cuisine quand on frappa à la porte. Félix ouvrit et trouva Red debout sur son porche, l'air hagard et désespéré. « Il faut qu'on parle » déclara Red. Félix s'écarta et le laissa entrer. Red observa le salon comme s'il le découvrait pour la première fois, absorbant les photos de mariage et les souvenirs de vacances qui documentaient 15 ans d'amitié et de mariage. « Je sais que tu es en colère » commença Red. « En colère » railla Félix. « Red, tu as volé mon argent de retraite et couché avec ma femme. En colère ne suffit pas à décrire ce que je ressens. » Red répondit, « Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi. » Félix demanda, « Quelle partie ? Le vol ou le mensonge ?» Red s'assit lourdement sur le canapé. « Les deux. Ni l'un ni l'autre. » « Je ne sais pas, Félix. Tout a commencé comme une relation d'affaires autour du projet Morrison. Puis c'est devenu autre chose. » Félix demanda, « Quand ? Quoi ? Quand est-ce que c'est devenu autre chose ? Quand as-tu décidé de trahir 15 ans d'amitié ?» Red resta silencieux pendant un long moment. « Te souviens-tu de cette nuit, l'année dernière, quand Sarah m'a quitté ? Je t'ai appelé, ivre et en colère, et tu es venu et tu m'as écouté me plaindre pendant des heures. » Félix se souvenait que la petite amie de Red avait mis fin à leur relation par SMS, le laissant anéanti. Félix avait passé toute la nuit à l'écouter déverser son fiel sur ses relations ratées et ses opportunités manquées. Red continua, « Tu m'as dit que je devais arrêter d'attendre la perfection et commencer à me battre pour ce que je voulais. Tu as dit que la vie était trop courte pour la gâcher avec des regrets. » Félix répondit, « Je parlais des relations amoureuses, pas de la destruction de mariage. » Red dit, « Je sais. Mais quand j'ai rencontré Lorna à propos du projet Morrison, quand j'ai perçu à quel point elle était malheureuse, à quel point elle se sentait piégée. » La voix de Félix monta d'un ton, « Piégée ?» Elle était piégée dans un mariage où elle était aimée, soutenue et où on lui fournissait tout ce dont elle avait besoin pour bâtir sa carrière. Elle disait que tu ne comprenais pas ses ambitions, que tu te contentais de rester petit alors qu'elle désirait construire quelque chose de plus grand. Félix répondit, « Alors tu l'as aidé à le construire en me volant mon argent ?» Red dit, « L'argent, c'était son idée. Elle disait que tu ne le remarquerais jamais, que tu n'étais pas assez ambitieux pour en faire quoi que ce soit de toute façon. » Félix fixa son ancien meilleur ami, cet homme à qui il avait confié ses peurs les plus profondes et ses plus grands espoirs. « Sors, Red. S'il te plaît. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Et si jamais tu reviens ici, j'appellerai la police. » Red se leva lentement, le visage blême. « Je suis désolé. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais je suis désolé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. » Red se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Pour ce que ça vaut, elle ne m'a jamais aimé. Pas vraiment. Elle aimait l'idée de ce que je pouvais faire pour sa carrière, mais elle ne m'a jamais aimé. C'est censé me faire me sentir mieux? C'est censé te faire comprendre que tu n'es pas le seul à t'être fait manipuler. Lorna nous a utilisés tous les deux pour obtenir ce qu'elle voulait. » Félix claqua la porte derrière lui et resta debout dans son couloir, respirant bruyamment. Même maintenant, même après tout ça, Red essayait de se faire passer pour la victime, essayant de trouver un terrain d'entente entre eux. Mais il n'y avait pas de terrain d'entente. Il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait que la satisfaction amère de voir ses ennemis s'autodétruire. Un mois plus tard, les procès furent rapides et impitoyables. Lorna plaida coupable de fraude et de détournement de fonds en échange d'une peine réduite, 2 ans de prison à sécurité minimale et la restitution intégrale des fonds volés. Red reçut 5 ans pour association de malfaiteurs et racket. Sa carrière politique prit fin avant d'avoir réellement commencé. Félix récupéra son argent, en plus des dommages et intérêts et des frais juridiques. La maison était sienne, la dette effacée, son compte de retraite reconstitué. Il avait gagné complètement, de manière décisive, sans compromis, mais la victoire avait un goût étrangement amer. La maison était excessivement silencieuse, ses routines excessivement prévisibles. Il avait investi tellement d'énergie dans la vengeance qu'il avait oublié comment vivre pour lui-même. Un mardi matin pluvieux,
Félix se rendit en voiture sur le chantier du Morrison, au bord de l'eau. L'immeuble était terminé mais inoccupé, un monument à l'ambition et à la corruption. La ville avait annulé le projet de développement suite au scandale, laissant la structure inutilisée et délaissée. Félix se gara de l'autre côté de la rue et étudia l'immeuble. C'était beau, il devait l'admettre. Lorna avait conçu quelque chose de spécial, quelque chose qui aurait pu transformer le quartier riverain. Sa vision avait été grandiose et inspirante, même si ses méthodes avaient été criminelles. Un panneau, à vendre, était accroché à la fenêtre. Le prix demandé était une fraction de ce qu'avait coûté la construction de l'immeuble. Félix sortit son téléphone et appela l'agent immobilier. « Je suis intéressé par l'immeuble Morrison », annonça-t-il. « Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'acheter ?» 3 mois plus tard, Félix se tenait dans le sous-sol de l'immeuble Morrison, installant le dernier panneau électrique. La rénovation, qui s'était étalée sur plusieurs mois, était en grande partie une entreprise solitaire, entreprise avec minutie pour comprendre chaque fil et chaque boîte de jonction. L'édifice servirait bientôt de siège à sa nouvelle entreprise, Grive Electrical Solutions, une société spécialisée dans le conseil en infrastructures urbaines. Il avait déjà obtenu des contrats avec 3 entités municipales, tirant parti de sa réputation établie et de ses connaissances spécialisées pour construire une entreprise qui lui était entièrement propre. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il prospérait dans l'immeuble de Lorna, utilisant l'espace qu'elle avait imaginé pour ses propres aspirations comme tremplin pour sa carrière renouvelée. La justice, semblait-il, avait un sens de l'humour particulier. Son téléphone portable vibra, signalant un message de Sylvie. « La fête d'inauguration est toujours prévue pour vendredi ?» Félix répondit par l'affirmative. « Je ne la manquerai pour rien au monde. » Il avait envoyé des invitations à 50 personnes pour la célébration de la grande ouverture, amis, collègues, représentants de la ville et personnalités du monde des affaires, des individus qui connaissaient son histoire et appréciaient l'importance du bâtiment. Il représentait non seulement ses triomphes professionnels, mais aussi sa renaissance personnelle. Félix acheva de brancher le dernier câble et testa rigoureusement le système électrique. Chaque lumière à l'intérieur du bâtiment s'alluma, projetant une lueur chaleureuse et accueillante à travers les pièces vides. La ville vibrait d'activité autour de lui, grouillant de problèmes en attente de résolution et d'infrastructures nécessitant un entretien. Pendant une douzaine d'années, il avait peiné dans l'ombre, réparant les systèmes des autres pendant que sa vie personnelle se dégradait au-dessus. Maintenant, il construisait quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui lui appartenait uniquement. Félix monta l'escalier menant à l'étage principal et regarda par les fenêtres, contemplant le front de mer de Cedar Val. La vue était époustouflante, un panorama d'une telle magnificence qui l'obligeait à s'arrêter et à admirer. Lorna avait fait un choix judicieux, même si elle avait perdu le droit d'en profiter. Son téléphone émit une sonnerie. L'identification de l'appelant affichait un numéro inconnu. Grive Electrical Solutions. Monsieur Grive, ici Jennifer Walsh de l'Autorité de développement de Portland. Nous comprenons que vous êtes spécialisé dans le conseil en infrastructure urbaine. C'est exact. Nous avons un projet de front de mer qui pourrait vous intéresser. Êtes-vous disponible pour une visite des lieux la semaine prochaine? Félix sourit, observant les lumières de Cedar Val scintiller dans l'obscurité. J'y serai. Il mit fin à l'appel et traversa une fois de plus son nouvel établissement, inspectant méticuleusement chaque pièce, chaque système, chaque détail qui serait à la base de sa future prospérité. Tout était exactement comme il se devait. Les lumières scintillaient, inaperçues par la ville, mais observées dans leur intégralité par un seul homme.